Voilà. Donc, j'ai fait le choix de vous montrer au départ des artistes qui sont de nationalité allemande, qui vont former ce qu'ils ont appelé le groupe Zero, donc Z-E-R-O. Ce sont des personnes qui vont s'inspirer d'artistes comme Yves Klein, que nous avions mentionné il y a plusieurs semaines, ou encore Jean Tinguely. Et leur idée, c'est à partir toujours de l'importance de l'abstrait géométrique, d'essayer d'explorer le caractère réel du mouvement. Ils veulent rompre avec la tradition, parce qu'ils s'appellent groupe Zéro, si vous voulez, ils veulent rompre avec la tradition, ils veulent revenir à un point de départ, avec une certaine volonté de simplification, et explorer de nouvelles méthodes, de nouvelles aventures artistiques. Donc, ici, dans les deux cas, vous avez un travail donc de Otto Pienne, qu'il intitule « Ballet de lumière ». Donc, il s'agit d'utiliser l'environnement lumineux ou la projection de lumière dans un espace, vous voyez, plutôt sombre. C'est comme si vous aviez un effet, si vous voulez, vibrant, uniquement créé à partir donc de la lumière et de la couleur qui passe, vous voyez, à travers une sphère et qui vient donc forme sphérique ou triangulaire, vous voyez peut-être au-dessus, donc diffusée selon des alternatives, hein, des mouvements changeants de cette projection lumineuse, des effets qui créent donc un ballet qui est inscrit dans cette continuité, mais des changements réels. Donc ce n'est pas un effet illusionniste, on a littéralement des changements réels qui se mettent en place. Donc il y a des petits moteurs qui vont actionner les éléments pour créer une dynamique très concrète. Donc là, c'est la lumière qui est vraiment le matériau avec lequel Otto Pienne va s'essayer, donc déployer d'autres expériences de création artistique. Dans le même groupe, et pour un autre type de matériaux, vous avez Günther Uecker, qui lui va faire le choix d'utiliser le simple clou de charpentier. Là aussi, il y a un travail qui va s'opérer au niveau de l'ombre et de la lumière, mais les éléments ici ne sont pas mis en mouvement. Donc, ce que je vous montre ici, l'image jaune, propose l'expérience sous ses formes les plus naissantes, les plus jeunes. Vous avez de nouveau l'adoption du format carré, on a eu l'occasion de l'évoquer la semaine passée. Donc, vous avez un support de bois sur lequel vient se fixer une toile couverte de pigments jaunes à l'huile. Et puis, vous avez tout autour, donc sur le pourtour de ce carré, des clous qui ont été plantés dans la structure de bois, avec des orientations légèrement différentes, et qui vous montrent alors ce jeu de l'ombre projetée qui crée une certaine animation latéralement. Si vous voulez, le clou, le simple clou, qui n'a subi aucune modification de la part de Günther Uecker, si ce n'est d'être planté dans le bois, est interrogé par rapport à sa valeur expressive. Alors, il va progressivement, si vous voulez, chercher à déployer cette sensation, cet effet de mouvement à travers son travail, et il va décider de peindre le clou, donc la partie sommitale, la tête du clou, en blanc, enfoncer ça dans la matière bois et chercher à leur donner, comment pourrait-on ça dire, des positions, des inflexions différentes dans l'espace. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait les piquants du hérisson, sans aucune volonté de représenter quelque chose, mais simplement ces variations de position du clou auxquelles s'ajoutent les ombres projetées nous donnent un effet de mouvement, comme si vous aviez le vent qui pouvait glisser, par exemple, sur un champ de céréales. Donc, il y a une modulation qui va se faire par rapport donc, à la grandeur du clou,
à son inclinaison, à sa concentration sur le support, et ça va générer une dynamique particulière. Donc, si vous voulez, ce dispositif va venir capturer littéralement la lumière et donner, voilà, par exemple ici, un développement presque comme un tourbillon, un mouvement, vous voyez, qui se fait à partir d'un élément central qui est simplement dû à la concentration des clous, donc les clous noirs, peut-être arrivez-vous à les distinguer, avec la tête blanche. Ils sont positionnés de façon à former une spirale qui s'écarte progressivement, qui s'élargit progressivement. Donc l'ombre projetée, le clou noir, la pointe blanche et la variation de la concentration nous donnent cette vibration, cette évocation littéralement du mouvement. Donc logiquement, il n'y a pas d'apport de matière colorée. Donc à part le blanc qui est utilisé, donc la toile est enduite, elle est placée sur le bois, ce qui est le support permettant de venir enfoncer les clous. Les clous ont reçu une pointe blanche, et puis c'est tout le jeu de la concentration, des inclinaisons qui vont augmenter les ombres projetées et donner la sensation de la dynamique, la sensation du mouvement. Et c'est assez proche du ballet de lumière d'Autopienne, sauf qu'ici, les éléments ne bougent pas. Donc c'est à la limite le spectateur qui pourrait, en légèrement bougeant la tête, avoir contribué en fait à cet effet vibratoire, mais on est dans un caractère illusionniste, tandis que de l'autre côté, chez Autopienne, on avait une réalité des changements causés par les projections de lumière. Vous voyez, la volonté de ces artistes est de travailler avec des matériaux qui ne sont pas nécessairement les matériaux traditionnels ou conventionnels de la proposition artistique et sculpturale en particulier. Alors, le Belge Paul Bury va aussi déployer énormément d'expériences par rapport à cette sensation du mouvement, un mouvement excessivement lent. Donc, ici, vous avez un travail qui est articulé comme comment je dirais ça, comme un grand paravent. Peut-être arrivez-vous à percevoir au niveau du sol, les grands panneaux verticaux reposent sur des petits pieds. Et vous voyez que les petits pieds ne sont pas dans un seul plan, donc ils se dresseraient devant nous. Il y a une petite oscillation en dessous. Donc on peut voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux, mesurant chacun 2,50 m de hauteur, ici couvrant une largeur de 7,10 m. Alors vous avez peut-être une sensation, alors je ne sais pas si c'est une sensation végétale, une sensation peut-être comme si on voyait de loin un espace, un territoire occupé. Donc sur ces panneaux de bois qui sont noirs, légèrement en contraste, viennent se positionner des cylindres. Alors précisément, c'est ce qui détermine aussi le titre de l'œuvre, vous avez 4087 cylindres, alors qui sont enfoncés à l'aide d'une petite tige dans le panneau de bois. On les dit donc articulés. Et ici, Paul Bury va joindre un moteur, donc il y a la dépendance de la matière qui va créer réellement le mouvement, donc l'électricité, et sans que l'on puisse savoir exactement lequel de ces 4087 cylindres, à un moment donné, il y a un cylindre qui se met à bouger. Et puis il reprend sa position. Mais il bouge, donc c'est-à-dire que quand on est devant des travaux comme cela, l'œil peut percevoir l'élément qui a changé de position puis qui a repris sa position. C'est vraiment une oscillation. Donc il est mis en mouvement, la petite tige métallique fait qu'il se positionne autrement dans l'espace et puis il revient à sa position initiale. Mais il y a aussi le son. Donc ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est votre oreille. Si vous regardez le panneau de droite et que ça se passe sur le deuxième panneau à gauche, l'oreille vous dit, il y a eu un petit grincement. On peut faire des petites expériences d'œuvres de Paul Bury au musée à Bruxelles, rue de la Régence, au musée d'art moderne. Donc là, c'est
des surfaces peut-être un peu plus petites, dans lesquelles on a aussi des morceaux de bois qui sont fixés à même la plaque de bois. Et on peut se rendre compte parfois que c'est l'oreille qui vous donne le petit indice que quelque chose s'est modifié. L'idée de Paul Bury est de déployer un travail qui, pour moi, a réellement une dimension poétique et qui touche à la temporalité, à une expression très très lente du temps. J'ai parfois envie d'utiliser cette expression, c'est comme si Paul Bury dilatait le temps. C'est-à-dire que si vous avez une minute, et objectivement on sait qu'on peut calculer une minute et la remplacer par 60 secondes, en même temps on sait que le temps il a une réalité subjective. Le temps a une qualité qui peut lui donner l'impression d'être dans un déploiement très rapide ou dans un déploiement très lent, au-delà donc de la démarcation Allô? Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Non, non, pas du tout, non. Donc, au-delà de ce développement mesurable d'une minute pour 60 secondes. J'étais occupée à lire votre mail, je venais de commencer à lire. Donc, ici, vous avez une conception qui est tout à fait, j'allais dire, poétique liée à cette dilution. Je suis vraiment désolée pour cet élève qui ne se rend pas compte que son micro n'est pas coupé. Et tu peux couper le micro, Anne, tu peux couper le micro à tout le monde si tu vas sur les 3 petits points en bas. Attends, alors, je retourne dans ici. Voilà, je retourne dans mes fonctions. Dans les 3 petits points, on va te donner couper le micro à tout le monde. Ouais, les 3 petits points. Couper le micro à tout le monde. Merci Séverine. Couper le micro, parfait. Voilà, très bien. Alors, je retourne maintenant à l'image. Merci pour le conseil. J'étais surprise par la sonnerie du téléphone. Donc voilà, donc je disais, curieusement, dans cette approche beaucoup plus poétique que propose Paul Bury, son travail a aussi la possibilité de permettre aux spectateurs de rester quelque part en éveil, parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment et où ce petit cylindre va se mettre à bouger. Donc il y a une forme un peu de théâtralisation de cette dimension du temps, qui n'est pas là dans des changements qui sont évidents ou ultra rapides, on est au contraire attaché à une sensation de lenteur très particulière. Alors je vous montre un autre travail, lui, qui est disposé à l'extérieur, donc qui a pris place dans ce qu'on appelle le MAX, le Musée d'art contemporain de la communauté française anciennement, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se trouve donc en fait au-delà de Mons, sur le site du Grand Ornu, qui est un ancien site de charbonnage. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissez cet endroit. Donc il y a une partie du site qui a eu l'opportunité d'être restaurée et de valoriser toute l'exploitation minière, mettre en évidence le type de construction de ces bâtiments. Mais en même temps, il y a quelques années, il y a un complément de bâtiment qui était réalisé par Pierre Ebelink, qui est un architecte liégeois, et qui vient alors abriter les collections d'art contemporaine, à côté de l'histoire industrielle. Et véritablement, sitôt qu'on a passé le sas d'accueil, d'entrée, qu'on est dans la première cour, là où l'image a été prise, vous voyez qu'il y a une sorte de grand carré avec un bassin. Donc vous avez une surface d'eau qui vient se placer tout autour d'un carré, lui-même constitué de 64 carrés. Travail de nouveau de Paul Bury, je vais m'en approcher. Voilà, ce sont des photos qui ont été faites sur place. Donc ces 64 carrés peuvent doucement se mettre en mouvement en fonction de la quantité d'eau que ces carrés reçoivent. Donc à un moment donné, le carré est en équilibre, et puis doucement, l'eau verse, et puis l'écoulement de l'eau étant complet, il retrouve sa position d'équilibre, et c'est un autre carré qui se met à osciller. Alors ce qui est très intéressant, c'est que se trouvant à l'extérieur, vous pouvez peut-être vous rendre compte ici par l'image, il y a tout un jeu de reflets sur cette très faible quantité
d'eau, donc c'est un circuit fermé, hein, qui se déplace sur certaines plaques, parfois plusieurs en même temps. Donc vous voyez tout le jeu du reflet des végétaux, ici du ciel, ce qui ajoute une animation supplémentaire. Donc voilà, sur le bord du bassin, donc on ne touche pas, hein, on reste, je dirais, c'est plutôt dans un état, et c'est valable pour les 4037 cylindres aussi, assez contemplatif. On peut se déplacer autour, comme on peut s'asseoir sur le rebord de pierre et être simplement en train de chercher en quelque sorte à découvrir les carrés qui pourraient être en mouvement, parce que c'est très lent, donc ici il y a très très peu de présence de bruit. Maintenant il peut y avoir l'agitation du vent, il peut y avoir des personnes qui passent latéralement pour rejoindre le max. Tout cela fait que ce travail s'inscrit dans un moment très particulier. Donc, il est à l'arrêt l'hiver si le temps est trop froid, le gel ou la neige. Le travail est mis au repos. Et puis, de nouveau, la part d'action de l'eau et du basculement des plaques d'acier reprend souvent au printemps. Donc là, c'est un travail qui est à demeure. Hein. C'est un achat qui a été fait et ça fait des années que cette œuvre se trouve sur le site du Grand Tournu. Voilà d'autres images. Alors c'est vrai qu'à plusieurs moments de l'année, au fur et à mesure aussi du passage des saisons, viennent s'ajouter des branches ou des feuilles en fonction du climat. Donc c'est un travail qui est assez vivant, qui est vraiment l'expression de la temporalité, comme je le mentionnais pour Bury. Il y a beaucoup de possibilités d'images à découvrir dans toutes les nuances. D'une autre manière, ici aussi, Paul Bury a inscrit son travail dans une structure architecturale existante. Je vous montre d'abord une vue qui surplombe la proposition pour bien que vous sentiez la référence à la géométrisation, donc à l'abstrait géométrique auquel ces artistes se réfèrent. Donc, vous avez l'inscription ici d'un cercle dans un carré, un bassin. C'est un peu le même principe que celui du Max. Ici, on se trouve au Louvre, dans la cour du Palais Royal. Vous voyez, vous avez un dispositif, une sorte de plateau sur lequel sont positionnées 10 sphères en acier. C'est le même matériau. Et on a un peu le même procédé, c'est-à-dire que l'eau glisse sur le plateau, donc légèrement, fait osciller là où les sphères d'acier qui elles-mêmes réfléchissent les variations de lumière, les ombres, la qualité du ciel. Et tout cela donc contribue doucement à nous donner cette sensation du passage du temps. Donc, il y a vraiment une volonté de donner cette attention, quelque chose qui peut être à la limite de l'inframince, donc de ce qui vient à peine osciller, changer. Donc, ça dépend de l'intensité des éléments. Ça peut vraiment être extrêmement lent, mais il y a quelque chose de très beau, de très fascinant à l'intérieur de ces formes simples. Donc là aussi, c'est un travail donc, qui reste présent là, dans le Louvre. Alors, vous voyez cette forme de la sphère, cette oscillation possible peut prendre des aspects qui sont peut-être un peu plus, je dirais, plus techniques. Donc, ici, c'est la démarche d'un autre artiste qui travaille aussi la recherche du mouvement, de l'art cinétique. C'est un Grec, Vasilakis Takis, qui réalise ce qu'il appelle l'électromagnétique numéro 6. Donc ça, c'est un autre usage, je dirais, d'une énergie qui peut littéralement mettre les éléments, les matières en mouvement. Donc, je disais, vous pouvez avoir le vent, vous pouvez avoir l'électricité, le mouvement causé par le déplacement de l'eau. Et ici, donc, c'est l'aimantation. Donc, vous avez un système qui va se déployer de façon à ce qu'à un moment donné, la sphère soit attirée, donc vienne se coller à l'aimant, et puis celle-ci peut se détacher.
Taki, c'est quelqu'un qui va se servir davantage de la connaissance de ce que sont les démarches plus scientifiques et va créer donc ces sculptures électromagnétiques ayant cette capacité d'attirer, donc d'entraîner l'objet, de l'attirer. Pourquoi agit-il de cette manière-là? En tant que grec, il dit qu'il veut rendre hommage à Thalès de Milet, qui est un mathématicien donc de la Grèce ancienne. On est au VIe siècle avant notre ère, et qui semble être une des premières personnes à avoir décrit le champ magnétique et l'électricité. Et sans, voilà, Takis, en étant peut-être plus dans une recherche vraiment d'effets de matière et de réflexion savante, il y a peut-être moins de poésie, quoique ça peut faire penser un peu à un dispositif floral aussi, peut-être un peu moins de poésie que dans le cas de Paul Bury. Une autre personne qui a beaucoup cherché aussi à faire évoluer cette perception de la forme géométrique et du mouvement, c'est le Hongrois Nicolas Schoeffer. Un peu comme Takis, Schoeffer va essayer d'établir une relation, de chercher un peu à faire fusionner la proposition scientifique, la proposition technologique et artistique. Et vous voyez aussi, ici, nous sommes à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a déployé sa structure dans un environnement qui est positionné face au spectateur. Donc, je vous ai très concrètement noté les choses. On appelle ça une sculpture cybernétique, spatio-dynamique. Alors, elle est interactive parce qu'elle va interagir en fonction de l'air, en fonction des déplacements des personnes, c'est-à-dire des danseurs, puisqu'ici, cette pièce a été intégrée à un ballet de Maurice Béjart, positionné sur le toit de la construction donc de Le Corbusier, la cité radieuse à Marseille. Alors vous avez une espèce de, je dirais comme une sorte d'échafaudage, comme ça, un grand bras vertical en acier noir, au sommet duquel se trouvent positionnés des sortes d'axes perpendiculaires à ce grand élément vertical, jalonnés donc de petites formes géométriques simples, des formes quadrangulaires que vous voyez avec différentes couleurs. Mais à l'intérieur de cette structure, il y a un petit cerveau électronique, des cellules photoélectriques, un peu comme le principe des systèmes d'alarme qui interagissent en fonction parfois d'une température, d'un déplacement, voilà, d'une qualité de lumière. Donc là, ce sont les danseurs qui vont évoluer et l'appareil va se modifier en fonction de certains signes qu'il capte dans le déplacement des décors, donc des décors des personnes qui sont là. Et c'est ainsi qu'on a réellement une machine qui se met à bouger, donc à créer un mouvement réel en interaction avec le mouvement des corps et la qualité de l'air. Donc là, nous étions dans un travail proposé en 1956. Voilà ici d'autres conceptions. Je vous montre d'abord une vue qui vous permet de découvrir alors la structure en elle-même et puis tout le travail de la projection de cette structure en fonction aussi de lumières de couleurs différentes. Donc vous avez du rouge, vous voyez du jaune. C'est le même principe. On a une verticalité et à différents moments au niveau de cette verticalité, une série de petits bras. Et dans ces bras, vous avez soit des formes quadrangulaires ou des formes circulaires. Alors comme c'est de l'acier, voilà, ça fonctionne comme des petits miroirs. Donc c'est un détail de celle qui se trouve à gauche. Ça fonctionne comme des petits miroirs qui vont interagir avec la lumière qui est projetée. De nouveau, il y a des petits moteurs qui sont intégrés dans la structure et les miroirs donc vont adopter des positions différentes, vont projeter alors une ombre qui elle aussi va être changeante. Et donc de cette manière-là, il y aura des modifications très régulières, formant une espèce de fluide changeant, donc dans la position des éléments qui forment la sculpture, comme dans l'effet des ombres projetées latéralement.
Alors peut-être plus connu, Calder, qui a réalisé 2 types de sculptures, les stabiles, donc là ce sont des créations qui sont fixes, ou à l'inverse, les mobiles, comme on les appelle, qui semble être une dénomination utilisée par Marcel Duchamp. Et là, je fais le choix de vous montrer donc cette sculpture mobile qui est présente actuellement, depuis pas mal d'années déjà, dans le parc, qui nous permet aussi l'accès au musée lui-même, donc au LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, à l'entrée de Lille. Et vous avez cette structure d'Alexandre Calder. Donc Calder est ingénieur de formation et s'est beaucoup interrogé sur la qualité de notre environnement et s'est mis à faire des propositions qui n'ont pas directement eu cette ampleur-là. Parce que vous voyez, on est à plus de 7 mètres de haut, mais s'est mis à faire des propositions petit à petit de sculptures un peu ludiques. Et il a pensé les intégrer à nos lieux de vie, comme par exemple les espaces urbains. Mais il a parfois été confronté à des grands buildings sur le sol new-yorkais, donc progressivement, les dimensions se sont déployées dans son travail. Il reste tout à fait en rapport avec la géométrie simple, puisqu'ici, vous voyez dans la partie noire, la partie en acier, la référence au triangle. Triangle positionné de manière à être stable, formant presque pyramide, donc avec 4 petits triangles qui viennent se placer autour d'un triangle plus important, donc formant pyramide. Ces 4 parties-là sont totalement fixes et cette grande forme centrée soutient un bras de levier. Donc là, c'est le bras de levier qui va être mis en mouvement. À chacune de ces extrémités, vous trouvez comme un développement de tiges légèrement arrondies avec des palmes. Donc d'un côté bleu, l'autre côté rouge. Donc le bras de levier se met en mouvement et les extrémités vont bouger chacune d'elles aussi. Et le mouvement est simplement dû à la variation de l'air, du vent. Donc vous voyez à l'arrière le bâtiment du musée lui-même. Donc ceci est totalement inscrit dans la nature et le mouvement, l'oscillation va être proportionné à la force du vent. Donc il y a un aspect très, très ludique. Et là aussi, on peut s'amuser à réaliser quantité de photographies en fonction de l'angle sous lequel on pose le regard sur la pièce, en restant debout, en étant assis, en étant allongé, en se positionnant en dessous. Donc à chaque fois, le paysage aussi est changeant par rapport au cadre que pourrait proposer la sculpture et à ses proportions. Donc là, vous voyez peut-être mieux la disposition, ce qui pouvait paraître peut-être très, très rapproché au niveau des 4 petits triangles placés au sol. Donc ça dépend comment on se met par rapport à cet objet et on découvre alors des sensations d'espace totalement différentes. Il y a un petit mobile de Calder qui se trouve aussi au musée d'art moderne rue de la Régence. Quand on descend les escaliers au niveau du dernier étage, donc là il y a, j'allais dire, il y a pas grand-chose, peut-être comme hauteur, de mémoire, on a peut-être 50 ou 60 cm. C'est un principe similaire, mais qui n'a pas la dimension ou l'ouverture qu'on peut découvrir ici quand il est placé à l'extérieur. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est une pièce qui fait partie du musée du Louvre, qui a été déposée, donc qui est mise en dépôt au musée de Villeneuve-d'Ascq dans le parc, ainsi qu'il y a d'autres travaux, notamment une sculpture de Picasso. Enfin, il y a d'autres sculptures assez imposantes qui sont placées à l'extérieur. Donc voilà, vous aurez peut-être envie, une fois, d'aller vous balader de ce côté-là pour découvrir les grandes œuvres de Calder. Alors, je voulais aussi vous citer ces 2 personnes, 2 artistes suisses, Peter Fischli et David Weiss. Donc, ils sont 2 personnes
qui ont fait des études artistiques et qui se sont donc connus étant très très jeunes, et ils ont immédiatement imaginé travailler ensemble à partir, comme vous pouvez le voir, d'objets collectés dans le quotidien, à travers des pièces extrêmement banales. Hein. Vous voyez des sièges, une espèce de pot en grès. Vous avez donc les éléments qui sont placés, montés de façon à suggérer un équilibre, presque un équilibre instable. De l'autre côté, vous avez un jeu de bouteilles, un ballon, un élément, une autre bouteille qui est placé à l'intérieur. Donc il y a la diversité des matériaux, il y a des structures linéaires que notre œil peut suivre, avec cette idée donc de mettre en œuvre la question de l'approche de l'espace, simplement en détournant des objets qui n'ont aucune dimension artistique au point de départ. Donc là aussi, on s'inscrit dans des questionnements qui existaient déjà chez les dadaïstes au début du XXe, on a eu l'occasion de les citer, hein, avec Marcel Duchamp. Et au fur et à mesure de leur expérience, ils vont déployer une attitude assez critique. Donc, je reprenais un petit extrait de texte ici que vous pouvez lire en même temps que moi devant vos yeux. Une œuvre, donc, leur travail, hein, une œuvre décalée, poétique, critique et ironique. Leur œuvre interroge non seulement les institutions culturelles et médiatiques, la critique, le marché, mais aussi bien l'art en lui-même, sa construction, ses classifications et ses normes. Donc il y a plusieurs artistes avant eux hein, qui adoptent Bertrand Lavier, dont nous avions parlé, qui se mettent donc en tant que néo-pop ou néo-dadaïste dans cette attitude de considérer quels sont les éléments qui peuvent être artistiques, à partir de quels critères, comment jouer avec le marché de l'art. Donc c'est une autre façon, avec leur travail, d'être face à ces mêmes questions. Et n'ont eu de cesse de placer leur travail dans une marge, un espace de liberté et d'intransigeance critique. Leur matériau de prédilection, donc le quotidien, la banalité, le familier, le trivial parfois, transcender et métamorphoser pour questionner et bousculer notre rapport aux images, à la société de consommation et aux objets. Alors, je vous invite, si vous avez un peu de curiosité, d'aller découvrir sur Internet. On peut en voir, je ne sais pas si c'est la totalité, en tout cas, un bon moment. À force de jouer avec ces objets, ils ont imaginé dans une sorte de hangar, une sorte d'usine, construire un espace, une quarantaine de mètres, forgé à partir donc toujours de ces objets collectés. Donc ils vont positionner, comme sur des tables, très simples, hein, des tréteaux et des tables, une relation de cause à effet. C'est-à-dire que la position d'un objet qui va glisser vers un autre objet va entraîner un mouvement qui se répercute sur l'objet suivant. Ils intitulent ça « Le cours des choses » dans la traduction française, « Der Lauf der Dinge », film donc expérimental conçu en 87, et qui n'est que le déploiement, si vous voulez, de cette expression des effets multiples des éléments entre eux, favorisés, causés, ou parfois qu'on découvre de manière totalement aléatoire, qui est donc aussi une mise en mouvement. Mais alors ça, c'est extrêmement intéressant de découvrir, parce qu'ils vont se servir d'une série de réactions, parfois physiques, parfois chimiques. Donc vous avez des propulsions, il y a du son qui intervient. Je vous montre ici une autre image, voilà, capture d'écran. Donc, j'imagine que vous voyez un peu, il y a une espèce de boîte de conserve sur laquelle est fixée une bouteille qui contient du liquide. Cette bouteille va être mise en basculement. Le liquide se verse dans un petit gobelet qui est placé donc à une extrémité de cette planche de bois. Progressivement, le petit gobelet se remplit, donc la planche de bois va se mettre à bouger, et à un moment donné, la bougie allumée va venir mettre le feu à ce petit fil métallique qui va donner une impulsion à l'autre objet qui va faire de nouveau bouger la pièce suivante. Donc, il y a beaucoup d'inattendus, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de surprises. En même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ces petits faits anodins qui sont ici utilisés dans toutes leurs dimensions expérimentales ne sont pas sans évoquer certains comment je dirais, fonctionnements de la Terre.
donc au niveau de l'univers. Par exemple, le principe des éruptions volcaniques, le principe de la fonte des glaces, on voit à un moment donné ça aussi, la glace fond, l'eau se répand, la masse et le poids changent, donc ça met en mouvement un autre élément. Donc il y a une réflexion à plus long terme qui est intéressante par rapport à l'incidence de ces modifications d'état de matière qui entraînent des changements rapides ou lents. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir la totalité ou en partie cette vidéo parce que c'est d'une très très belle qualité. Et là aussi, c'est une autre manière de travailler à partir de cette conception de l'art cinétique avec une forme de poésie ou une forme de regard sur une certaine réalité des modifications des matières qui nous environnent. Donc voilà, c'est fait avec très très peu de moyens, vous allez vous en rendre compte en le découvrant, et c'est donc une conception qui est dite un film expérimental. Voilà, parmi des différents moyens de créer réellement un mouvement à l'intérieur de matériaux et de déployer donc des expérimentations, des processus de recherche artistique qui s'inspirent des premières propositions d'abstraits géométriques donc des années 20 et qui se voient encore aujourd'hui, puisqu'ici on est dans des créations très proches de nous, donner envie à expérimenter donc la dynamique illusionniste ou réelle dans le travail artistique, donc en peinture ou en sculpture, ou devenant installation, ou aussi même film, donc usage de l'enregistrement de l'image, des particularités de cadrage, etc. Alors, je voulais juste, j'aurais pas le temps d'aller très très loin, mais je voulais établir le lien, parce qu'en vous parlant donc de ce développement au début du XXe siècle, de ce qu'on appelle l'abstrait, je vous redis, qui donne deux orientations possibles. L'abstrait qui va s'appuyer sur une certaine qualité de gestuelle, d'écriture, ce qu'on appellera l'abstrait lyrique, notamment à l'initiative de Vassily Kandinsky. Et de l'autre côté, l'abstrait géométrique, donc beaucoup plus rigoriste, qui va fonctionner selon l'idée de trame, de répétition, donc de caractère sériel, modulaire, donc à partir de Piet Mondrian ou à partir de Malevich. C'est cet abstrait géométrique qui a déclenché, qui a entraîné cette recherche de qualité de mouvement illusionniste ou réel, donc optical art ou art cinétique, mais qui va aussi permettre à certains artistes de déployer ce qu'on appelle l'art minimal ou minimal art, donc lui aussi, qui est une des conséquences de cette reprise des éléments géométriques abstraits du début du XXe siècle, donc art minimal ou minimal art, qui s'est déployé plus ou moins entre 1960 et 1970, avec la caractéristique de radicaliser, ramener vraiment la géométrie à ses manifestations les plus essentielles, les formes les plus simples, ce qu'on peut appeler parfois des structures primaires, très élémentaires, comme vous avez ici, le carré. Il n'y a absolument aucune volonté de figuration, donc représentation certainement pas, aucune volonté de figuration, il n'y a pas d'envie de raconter quelque chose, de donner l'illusion de quelque chose. Ce face à quoi nous sommes est simplement une structure avec un principe de répétition, et on pourrait considérer Sol Lewitt comme un des grands représentants de l'art minimal, qui a déployé aussi toute une réflexion théorique sur l'usage de ces formes. Et dans son écriture, dans sa recherche, il y a une forme en particulier qu'il a déployée, qui est cette forme du carré, mais le carré devenant cube aussi dans l'espace. Le carré ou le cube, ça pourrait aussi lointainement faire écho au socle, le socle qui lui-même a été intégré dans le travail de la sculpture depuis le début du XXe siècle. La volonté des artistes dits minimalistes, c'est aussi qu'il n'y a aucune trace de leur subjectivité dans le propos artistique. Je veux dire, la facture, elle est totalement impersonnelle.
C'est un art extrêmement radical, sans gestuelle, sans émotion, et qui d'ailleurs s'appuie aussi sur des matériaux qui sont totalement usinés. Donc l'artiste ne va pas façonner lui-même sa structure avec ses carrés ou son cube. Et en même temps, ici dans le travail, vous voyez qu'il y a un passage qui se fait de la bidimensionnalité, ce qui constituerait vraiment le fond, à la tridimensionnalité. Donc, vous avez sur le fond, sur la forme quadrangulaire, l'usage de bandes de rubans adhésifs qui vont déterminer des formes carrées. Et progressivement, si vous vous placez du côté du cube qui se trouve à gauche, donc vous voyez qu'en son centre, il y a un carré qui a été dédoublé, ce qui crée une légère hauteur. Quand vous passez dans le cube suivant, vous avez le carré qui a été démultiplié de façon à venir s'inscrire à la moitié de la hauteur du cube, et puis la colonne, si vous voulez, qui a la hauteur du cube. Donc, il y a un développement croissant, il y a un système d'unités modulaires répétées. Donc, la qualité de la couleur, c'est le blanc, pour qu'il n'y ait pas d'incidence, c'est plutôt la forme qui est privilégiée. Alors, un carré, quand il est tridimensionnel, forme un cube. Ici, vous voyez que le cube n'est pas une forme fermée, il n'existe qu'à travers ses côtés, donc laissant découvrir l'espace interne qu'il contient, c'est-à-dire que vous avez des surfaces pleines, vous avez des surfaces creuses. Ça nous renvoie aussi au principe même de la sculpture qui fonctionne comme un équilibre entre le plein et le vide. Ici, à l'inverse des artistes de l'optical art ou de l'art cinétique, il n'y a aucune référence à la mise en mouvement de l'espace. Donc, ce Leavitt, si je vous en parle, artiste américain, car c'est aux États-Unis que l'art minimal a commencé à se déployer. La question de l'équilibre est le fait de ne rien vouloir signifier que des sensations qui sont provoquées par une distribution, un aménagement des formes géométriques entre elles. Donc ce Leavitt a été influencé par les recherches qui se sont faites à l'école du Bauhaus, dans le groupe de Steyl. Donc ça, c'est entre autres Piet Mondrian, Van Doesburg, également dans ce que les constructivistes russes ont pu déployer dans les années 20, étant principalement des ingénieurs et des architectes. Et l'élément qui s'impose à partir des années 65-66 pour Leavitt, c'est le carré ou le cube, avec la volonté donc de développer la répétition du motif, donc de former des trames, de former des grilles, qui sont donc des structures modulaires, répétitives. Et c'est comme ça qu'on a un ensemble de variations. Ces variations peuvent apparaître graphiquement, dessinées. Ici, on a un développement qui se fait en 3 dimensions. Voilà un autre exemple sur le thème des variations du cube, toujours en adoptant l'acier blanc en 74. Ça, c'est une possibilité parmi une série existante. Donc, l'idée, c'est de proposer avec quelques arêtes la sensation de la présence du cube, mais que notre regard va compléter. Donc, en fonction de notre déplacement dans l'espace, notre œil va faire des liens entre des arêtes inexistantes et à chaque fois retrouver donc la face du cube qui redonne cette composante complétant le dispositif mis en place par ce Leavitt. Donc ce sont des expériences en termes donc de perception sensorielle qu'il développe. Donc cette pièce, vous voyez, fait partie de toute une série. À chaque fois, donc, le cube est présenté avec des arêtes manquantes, différemment. Donc jusqu'où peut-on réduire les arêtes pour garder la sensation du cube. Donc c'est ça, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez aussi être influencé visuellement en intégrant l'arête du cube suivante qui est manquante dans la première ou dans la troisième. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc l'idée est de pouvoir circuler à l'intérieur de l'espace, de passer entre les cubes, et la vision que l'on peut avoir en s'écartant fait que l'arête du cube suivant vient s'inscrire
par l'œil dans le premier où elle n'est pas, et de cette manière-là, à chaque fois, donc, déployer les possibles que permettent cet agencement donc sériel. Alors, il faut savoir que Sol Lewitt est aussi un artiste qui s'intéresse à l'art conceptuel, c'est-à-dire qui s'interroge sur certains aspects proprement artistiques. Il a dit « Seules les idées peuvent être des œuvres d'art, elles se tiennent dans une chaîne de l'évolution qui trouvera éventuellement une forme quelconque. Toutes les idées n'ont pas besoin d'être réalisées de manière physique. » Donc dans l'art conceptuel, il s'agit plus de déployer une réflexion, un processus, un concept, mais pas nécessairement de le penser comme une œuvre d'art aboutie ou parfois de le confier à la réalisation à quelqu'un d'autre. Alors, c'est lequel je vais vous montrer. Pour terminer, ici, j'ai pris une photo en noir et blanc, mais c'est un très beau musée, au Bonnefante Museum, donc dans la ville de Maastricht, aux Pays-Bas. C'est une ancienne industrie de fabrication de pièces de céramique, briqueterie, qui était donc bâtiment ne fonctionnant plus, qui a été réhabilité pour accueillir les collections d'un musée, avec cette particularité d'avoir cette espèce de tour, vous voyez, au centre de ce grand U, donc qui donne vers l'eau. La rénovation a été mise en œuvre par l'architecte Aldo Rossi, architecte donc italien décédé en 97. Dans la rotonde, il y a justement un travail de Sol Lewitt. Donc je vais me rapprocher progressivement du bâtiment. Donc voici une vue couleur depuis l'espace, la tour extérieure, en allant vers l'entrée du musée. Alors une fois que, étant en bas, ayant franchi la porte principale, il y a un grand escalier qui s'offre à nous et qui nous conduit, donc si vous voyez le petit curseur, le travail qui est ici, donc une gouache sur papier, qui est une réalisation de Sol Lewitt, une progression donc qui pourrait être de l'ordre de l'optical art, c'est-à-dire qui donne la sensation du mouvement, simplement par cette ligne sinusoïdale, un peu comme chez Bridget Riley que je vous ai présenté la semaine passée. Là, il y a apport de couleurs et on a cette sensation de cette courbe vibrante. Donc, voilà, le travail en haut de l'escalier se trouve ici. Et puis là, on pénètre dans la fameuse tour. Et à l'intérieur a été déployée une ligne, donc ce qu'on appelle un wall drawing, un dessin, si vous voulez, simplement basé sur un tracé, une ligne blanche qui se répète. En fait, elle est continue, elle démarre à un endroit et elle se déploie par rapport à la forme, donc vous voyez en facette de l'intérieur de cette grande tour, jusqu'à rejoindre la partie sommitale. Donc, au fur et à mesure des niveaux, vous avez des petites fenêtres donc, qui donnent vers l'extérieur. Et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque l'œil commence à suivre cette ligne, se laisse porter par cet environnement qui a plusieurs mètres de haut, hein, vous arrivez presque en haut, et là, vous avez uniquement des cercles qui se perçoivent. Donc, cette ligne qui débute juste là, vous le voyez directement démarrant au bord là contre le bois. Vous avez l'amorce de la ligne. Donc, c'est tout un travail d'une grande précision pour la mise en œuvre. Hein. On fait usage du tape, on couvre de couleur noire, on fait usage de tape pour avoir cette ligne qui doit être parfaite. Les calculs ont été faits par Sol Lewitt par rapport à la hauteur entre les deux lignes blanches. La ligne est toujours de la même dimension. Mais au fur et à mesure que ça s'élève, évidemment, ça s'écarte de notre champ visuel et ça donne une sensation de spatialité particulière à l'espace. Alors là, on pourrait, de la même façon, hein, par rapport à cette idée de la ligne, donc là, oui, je devrais peut-être vous préciser, la ligne est peinte, mais le travail n'est pas réalisé par Sol Lewitt lui-même. Ça peut être des membres donc du service conservation du musée qui se charge de la conception. C'est une œuvre à demeure. Il y a eu plusieurs années une exposition au musée L à Leuven. Là, après l'exposition, ces travaux peints sur les murs ont disparu. C'est-à-dire, on a repris par exemple, on a remis du blanc sur les murs pour accueillir l'exposition suivante.
Donc, ce sont des travaux éphémères, c'est-à-dire qu'ils sont à chaque fois remis en œuvre pour la durée de l'expo. Et je dirais le travail dépend du protocole, donc de la rédaction par Sol Lewitt de ces exigences qui sont respectées au mieux par ceux qui réalisent le travail. Donc ça que je vous disais ici, on est en même temps dans cette proximité avec la dimension conceptuelle. Sol Lewitt n'est plus là aujourd'hui. On peut toujours réaliser ses travaux en fonction du respect de ce qu'il a écrit, donc du protocole. Et c'est à chaque fois répété dans les lieux qui vont accueillir sa proposition. Ce qui n'est pas le cas. Donc, je terminerai avec cette image voilà, d'un autre membre de l'art minimal, qui est Donald Judd, qui est aussi un théoricien, qui a laissé donc des textes réflexifs sur le minimum de paramètres à partir desquels on peut déployer un travail artistique, en se servant également d'une forme géométrique très basique. Ici, la forme quadrangulaire. Je vous la montre également parce que ce travail de Donald Judd, on a une version au musée à Bruxelles. Il l'a réalisé en rouge, il l'a réalisé en orange, il peut varier un peu les teintes, mais on est aussi dans l'uniformité d'une couleur et de matériaux produits industriellement, donc de l'acier. Et vous arrivez peut-être à voir, comment je dirais ça, sur les faces, en quelque sorte, les grandes faces de ce parallélépipède, c'est du plexiglas qui va réfléchir donc la pièce qui est en dessous ou qui est au-dessus. Donc l'empilement de ces différents parallélépipèdes, donc ils sont tous des mêmes dimensions et l'espace entre eux est toujours de même dimension, mais cet empilement fait que quand votre œil voit le premier ou le deuxième en commençant par le bas, vous avez une perception comme si le parallélépipède était creux, donc la projection de l'ombre donne la sensation qu'il y a un creux, or il n'y en a pas, je veux dire la plaque de plexi couvre l'espace, et à l'inverse, quand vous levez les yeux pour retrouver celui qui est tout à fait au-dessus, on a aussi l'impression d'un creux, mais dans l'autre sens. Vous avez les ombres projetées, donc latéralement également, sur les petits côtés. Donc tout cela est lié à des perceptions d'espace, de limites, d'ouverture, en fonction donc des conditions d'éclairage, d'un minimum d'éléments répétés, donc le principe sériel de la modulation, et qui fait qu'on arrive à une diversité de sensations avec très très peu d'éléments. Donald Judd a dit « Une forme, un volume, une couleur, une surface existent en eux-mêmes. On ne doit pas donner un caractère artificiel aux formes et aux matériaux par leur mise en situation. » Donc ça se suffit. C'est quelqu'un, Donald Judd, qui a fait des études au départ de philosophie, d'histoire de l'art, et qui s'est toujours interrogé d'un point de vue plus théorique sur ces éléments, ces paramètres, je dirais, essentiels de la proposition de l'art et de la sculpture. Voilà, je vais couper